Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour les Matins du Sénat. Dans le cadre du projet de loi relatif à la bioéthique, mardi, la commission spéciale chargée du sujet a auditionné Jean-François Delfraissy. C'est le président du Comité consultatif national d'éthique. La vice-présidente Karine Lefebvre était également présente devant les sénateurs. Au cours de l'audition, le président du Comité consultatif national d'éthique a déclaré qu'il se retrouvait dans ce projet de loi, même si certains points pourraient être améliorés. Et Jean-François Delfraissy a également insisté sur le fait qu'il faut trouver un équilibre entre les avancées scientifiques et les modifications de la société. Je vous laisse écouter cette audition. D'où elle vient, cette loi? Pour la première fois, et c'est grâce à vous, au niveau du Sénat, vous venez de le rappeler, qu'il y a une dimension, je dirais, citoyenne et de démocratie sanitaire qui a été nettement plus importante cette fois-ci que d'habitude. Et vous aviez confié cette tâche au Comité consultatif national d'éthique. C'est donc une tâche nouvelle pour lui qu'il a eue en 2018. Je vous l'ai dit lors, je crois, d'une audition, mais je vous le répète, j'ai été amené dans ma vie professionnelle de médecin à avoir des tâches importantes, la lutte contre le sida, contre Ebola, et je dis que c'est la tâche la plus difficile qu'on m'ait jamais confiée. Et que animer la démocratie sanitaire et la discussion autour des sujets de bioéthique reste quelque chose qu'il faut regarder avec humilité, parce que c'est difficile. Le deuxième élément, c'est dans quel contexte, finalement, au niveau français, on est probablement dans un choix de société relativement important, qui est, et d'ailleurs nous avions nommé l'interrogation qu'il y avait dans les États généraux de la bioéthique, quel monde voulons-nous pour demain? Et dans un choix qui est difficile, qui oscille entre le choix individuel et une vision individuelle et une vision plus collective. Et on sent bien que, voilà, il y a eu des changements chez nos citoyens et qu'il y a des visions différentes en ce qui concerne la bioéthique, mais aussi les choix de santé, que par exemple aux États-Unis actuellement, le choix individuel est un choix dominant. Qu'on est à l'autre extrémité du monde, en Asie, avec des choix qui sont des choix d'État. Et qu'on est probablement en Europe et en France en particulier, où il y a une culture de la réflexion de bioéthique, avec d'une part, et on l'a retrouvé lors des États généraux, une certaine vision de la bioéthique à la française avec des valeurs partagées, un socle de valeurs partagées, sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Et puis, voilà, cette oscillation entre vision individuelle et vision plus collective, en sachant que la construction collective n'est pas seulement faite d'apports individuels, mais qu'il y a quelque chose qui se construit de façon plus vaste. Alors, on dit que la France et que le Français est en train de devenir de plus en plus égoïste et pense à lui d'abord, et donc sur certains sujets avec une série de choix individuels. Moi, j'en suis pas totalement persuadé après les États généraux de la bioéthique, et je pense que si on a le courage de se regarder chacun d'entre nous en face, on a tous fait à certains moments dans notre vie des choix individuels, et puis aussi on a tous eu des visions plus collectives. Et c'est ce qu'on a entendu lors des États généraux de la bioéthique. Et l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que ensuite, on pourra l'aborder sur les choix autour de la procréation, sur les choix autour d'un certain nombre d'accès à certains tests génomiques ou à d'autres points qui sont discutés dans cette loi. On est bien dans cette oscillation entre une vision individuelle et une vision de construction collective. Et on n'est qu'au début du commencement de cette vision. Et inversement, une vision collective, pour belle, pour généreuse qu'elle soit, ne doit pas, à un instant donné, écraser l'intime et un choix qui touche à l'intime pour un certain nombre de sujets délicats. Donc, voilà, ça vous paraît très banal ce que je suis en train de raconter, mais je voudrais qu'on recite ça et qu'on remette ça, le contexte de cette loi, avant de l'aborder dans un certain nombre de questionnements particuliers, qu'on le remette dans une perspective.
Alors, le deuxième élément qui m'apparaît important, et quand je dis qui m'apparaît important, c'est pas Jean-François Delfraissy, c'est le président du CCNE, après à la fois les États généraux de la bioéthique, la réflexion qu'on a pu avoir lieu au CCNE, et puis la réflexion très globale qu'il y a eu dans ce pays autour de la construction de cette loi. Il y a eu du temps passé. Et on a tenté finalement d'aborder des questions difficiles ou qui sont conflictuelles avec la société civile. Vous le savez, on a utilisé différents moyens pour le faire. Aucun de ces moyens n'est parfait. On l'a fait rapidement parce qu'il fallait le faire. On avait un contexte de délai relativement rapide, qui ensuite d'ailleurs s'est prolongé en raison des événements sociétaux dans notre pays, qui fait que la loi n'arrive que maintenant. Mais on a pris le temps de le faire. Si on regarde entre ce qui a été réalisé par le CCNE, ce qui a été réalisé par les différentes commissions, le Conseil d'État, l'OPEX, les commissions parlementaires à la fois au niveau de l'Assemblée nationale et maintenant vous au niveau du Sénat, il y aura eu entre 500 et 600 auditions. Si on met 1 heure ou 2 heures par audition, ça veut dire qu'indépendamment du débat parlementaire, il y a plus de 1000 ou de 1200 heures qui ont été consacrées à une réflexion sur la bioéthique. Moi, je dis c'est bien. Je dis c'est bien. Et en France, on a toujours tendance à se tirer une balle dans le pied en disant « Regardez, qu'est-ce que c'est que notre démocratie, etc. » Enfin, je vois, parce que c'est ma vie actuelle, d'aller raconter ce qui a été réalisé en France, alors même que tout n'est pas terminé, puisque la loi n'est pas encore votée au niveau étranger. Et je vois comme un certain nombre de grands pays étrangers nous regardent avec intérêt, s'interrogent. Est-ce qu'ils vont monter des états généraux de la bioéthique? Est-ce qu'ils vont monter des états généraux sur certaines questions difficiles autour de la génomique ou de la recherche sur l'embryon? Les Japonais, par exemple, j'étais au Japon il y a 3 semaines, vont monter probablement quelque chose, une réflexion sur ces 2 sujets, avec aussi une participation citoyenne. Donc c'est le 3e élément. Avant qu'on rentre plus dans le détail de la loi, parce que je sais bien que ce n'est pas ça que vous attendez de moi, mais je le dis quand même, c'est que sur ces sujets difficiles, on pourrait s'interroger finalement sur la place respective à la fois du législateur que vous représentez, des experts, des sachants, médecins, scientifiques, autres, éthiciens ou philosophes, et puis du citoyen de base, avec la complexité qu'il y a à toucher le citoyen de base sur ces sujets complexes. Et moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est justement d'arriver à construire quelque chose avec ce triangle. C'est vous, et on est dans une démocratie, c'est vous qui allez voter et c'est vous qui allez décider, mais il y aura eu tout un débat avant qui va tenter, et qu'on va poursuivre ensuite après la loi de bioéthique, puisque la réflexion bioéthique ne s'arrêtera pas à la loi, qui va tenter de faire, sur des sujets complexes, faire participer nos citoyens. Et alors moi, en tant que médecin, et c'est plus tellement le président du CCNE, ça m'intéresse d'autant plus, mais ça vous intéresse tous, je pense, parce qu'on est là dans un état d'éléments de discussion, de début, de construction de démocratie sanitaire. Et vous le savez, on y reviendra peut-être sur ce qui manque d'ailleurs dans cette loi de bioéthique, on est avec des enjeux majeurs qui sont devant nous, indépendamment des enjeux de bioéthique, des enjeux de santé, de choix de santé, et ces constructions qui doivent se faire pourraient s'appuyer, je dirais, d'une certaine façon, à discuter sur ce triangle où chacun a sa place, mais où il y a une construction commune qui se fait, et la santé se prête bien à ce type de discussion. Voilà. Alors, excusez-moi d'avoir été un peu long, et puis maintenant on peut aborder le problème de la loi. Alors, vous m'avez très, très gentiment fait passer une série de questions jeudi soir, une quarantaine, sur lesquelles vous vouliez que je réponde. Alors, j'avais bien compris évidemment le clin d'œil, et nous vous répondrons dans la date que vous nous avez proposée, qui est le 20 novembre. Néanmoins, je peux peut-être reprendre quelques points. Premièrement, je pense que le CCNE et son président se retrouvent dans cette loi et que globalement, on estime que c'est une loi que nous avions appelée à être de confiance et d'ouverture, et on se retrouve globalement dans cette loi. J'en vois un bon exemple qui est d'abord que pour une loi de bioéthique, et je trouve ça très bien, il y a des sous-titres.
il y a des sous-titres explicatifs, entre guillemets, qui permettent d'aborder un certain nombre de points qui sont importants, qui ne sont pas seulement l'article 2, 3, petit a, etc., auxquels nos concitoyens, et moi le premier, en général, on ne comprend pas grand-chose quand on n'est pas spécialiste. Là, il y a un certain nombre de sous-titres qui permettent d'aborder ça. Bon, le deuxième, c'est que dans une société qui change, où toute la science n'est pas forcément source de progrès, la science n'est pas forcément source de progrès. Elle a été source de progrès. Parfois, j'entends dire que la science n'est plus source de progrès. Si, elle l'est toujours. Mais, à certains moments, elle ne l'est pas non plus. En tout cas, il y a des choix bioéthiques qui se posent. Et puis, d'autre part, on a tous autour de nous une société qui change, que vous voyez mieux que moi encore, vous les politiques, autour de vous, et avec des fondements de cette société qui sont en train d'évoluer. Et comment on trouve cet équilibre difficile à ne pas accepter l'ensemble de la science, à ne pas accepter l'ensemble des desiderata d'une société, et qu'on arrive à trouver cet équilibre complexe. Bien, je trouve que cette loi se situe sur une ligne de crête qui peut s'y prêter. Quelques points néanmoins sur lesquels je pense que cette loi pourrait encore être améliorée. Le premier concerne, on reviendra si vous voulez à la fin sur la procréation, parce que je sais qu'on n'évitera pas cette discussion, mais si on pouvait d'abord parler d'autre chose, hein, parce qu'il y a d'autres enjeux aussi que l'ouverture de l'AMP sur les femmes seules et les couples de femmes. Bien que je ne nie pas l'importance de cette décision et ce que ça veut dire sur la notion de filiation. Alors, sur la génomique, je pense qu'il s'agit d'une loi qui a une réflexion inachevée. En effet, vous le savez, on a la possibilité maintenant d'avoir de nouveaux tests de séquençage du génome à haut débit. Le séquençage du génome date d'il y a une quinzaine d'années, c'était 400 personnes, 18 mois de travail. Et maintenant, si je vous prends un bout de salive et que je pars à l'Institut Imagine à Necker-Enfants Malades, vous avez votre séquençage du génome à haut débit demain en milieu d'après-midi, 24 heures. 300 €. Et on sera probablement à moins de 50 € dans un an. C'est-à-dire que là, l'innovation technologique, qui n'est plus de l'innovation scientifique, mais les coûts font qu'on rentre dans une génomique du quotidien, possible du quotidien. Bon. La loi interdit actuellement, dans la forme actuelle, l'utilisation des tests génomiques à visée récréative ou à visée recherche des origines. Et vous le savez, pourtant, au cours des 12 derniers mois, il y avait des publicités sur BFM Télé. C'est-à-dire qu'on a une loi qui interdit, mais qui est incapable d'interdire des publicités sur ce qu'elle interdit. Alors, le CCNE avait proposé, sur l'utilisation des tests génomiques en population générale, soit de fermer les yeux, et puis encore on interdit, et c'est finalement ce qui a été retenu par notre ministre de la Recherche et notre ministre de la Santé, au nom d'une crainte d'une certaine forme d'eugénisme, à pouvoir utiliser finalement un certain nombre d'informations qui auraient pu être issues de la connaissance de mutations existant au niveau de certains de nos gènes, alors même qu'il n'y avait pas de pathologie. Je parle là de recherche de l'utilisation de la génomique en population générale ou en tests préconceptionnels. Donc, dans sa forme actuelle, la loi interdit, et on le regrette au niveau du CCNE. Pourquoi ? Nous avions préconisé de rester dans un modèle à la française, c'est-à-dire dans un modèle de conseil médicalisé, et de permettre aux personnes qui le souhaitaient, uniquement celles qui le souhaitaient, d'avoir accès à un conseil génétique, de pouvoir discuter, se rendre compte d'ailleurs que dans la majorité des cas, elles n'auraient pas fait le test, et puis pour certaines d'entre elles qui souhaitaient le faire, d'avoir un certain nombre d'informations. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça permet de pouvoir dépister un certain nombre de mutations lourdes, associées de façon très significative à des pathologies qui peuvent être létales. Et deuxièmement, ça permet d'exercer également, pour un certain nombre dit de mutations non classiques, eh bien d'avoir un dépistage et une surveillance avec une particulière attention sans attendre un événement clinique donné. Donc, la préconisation du CCNE qui persiste est de dire, sur l'utilisation des tests génomiques, ouvrons-les
possiblement en préconceptionnel à la population qui le souhaiterait, et laissons-le dans un contexte médicalisé et de conseil génétique à la française. Le risque, en effet, en interdisant strictement l'utilisation de ces tests telle qu'elle est actuellement, eh bien, c'est que ces tests continuent à être utilisés. Et au fur et à mesure qu'on va voir une baisse du coût de ces tests, les gens les utiliseront. Hein. Alors, ils ne pourront pas, soi-disant, les utiliser parce qu'il y aura fraude, entre guillemets, mais on le voit bien, et on voit bien que l'utilisation sur Internet est quelque chose qui est très difficile à réguler, entre guillemets, et il y aura donc une utilisation, je dirais, un peu à la sauvage, c'est-à-dire sans conseil médical associé. Donc une étape aurait été d'accompagner, d'ouvrir, d'avoir une ouverture prudente et d'ouvrir ce type de test. Deuxième élément, je trouve que la loi, dans sa forme actuelle, clarifie ce qui est la différence entre recherche sur embryon et recherche sur cellules souches. C'est un sujet difficile, dès qu'on parle de recherche sur l'embryon. Moi-même, il m'a fallu du temps pour finalement, après discussion avec les chercheurs qui travaillent sur l'embryon, mieux comprendre finalement pourquoi il fallait en 2019-2020 de la recherche sur l'embryon. À quoi ça servait? Alors, vous le savez, les taux de réussite sur la fécondation in vitro sont relativement faibles. On considère ça tous, y compris pour les professionnels de santé, que c'est une réussite fantastique, et c'est une réussite. Sauf que quand on regarde les chiffres, c'est un taux de succès qui reste très faible. Parmi les embryons qui sont implantables, et qui sont déjà uniquement la moitié de ceux qui ont été créés, il n'y a que 16,5 ou 17% de ces embryons qui va finalement prendre. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'échec qui est considérable, qu'on n'aurait jamais admis, par exemple, pour une AMM, pour un médicament ou pour un vaccin. Un vaccin qui ne couvrirait qu'à 17%, on n'aurait pas pris le risque d'ouvrir un vaccin sur ce type. Donc ça veut dire qu'on a un besoin de comprendre ce qui se passe dans les tout premiers jours de ce qu'est à la fois l'embryon et le contact de l'embryon dans son milieu naturel. Il y a donc là de la question scientifique, de compréhension de mécanismes pour des tests qu'on va utiliser ensuite et qu'on est censé utiliser de façon relativement courante. Donc il y a bien un besoin de compréhension d'une certaine forme d'infertilité qui peut être associée à des questions de recherche sur l'embryon. À l'opposé, les cellules souches peuvent être de deux origines, soit des cellules souches d'origine embryonnaire, soit des cellules souches d'origine adulte, les IPS. On a longtemps cru que les cellules souches d'origine adulte avaient les mêmes qualités de plasticité, de durée de vie, etc., que les cellules souches embryonnaires, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais somme toute, est-ce que c'est important d'où viennent les cellules souches? Ou est-ce que le plus important, et la loi pose bien la question, de ce qu'on va en faire, plutôt que leur origine? Parce que leur origine, y compris à partir de cellules souches embryonnaires, ça devient des lignées continues qui se promènent d'un laboratoire à un autre, et on a oublié depuis longtemps quelle va être l'origine de cette cellule souche. Or, il n'y avait jusqu'à maintenant aucune régulation sur ce qu'on va faire des cellules souches. Et c'est la communauté scientifique qui elle-même réclamait qu'il y ait une régulation qui se fasse sur que faire avec les cellules souches. Alors, je m'explique. Avec des cellules souches, elles peuvent se faire différencier, bien je dirais, par exemple, en un cartilage d'épaule, un cartilage de hanche, un cartilage de genou. Et c'est la médecine du futur, c'est la fin de l'orthopédie froide, et un remplacement d'épaule ou de genou se fera par des cellules souches d'ici 10 ans, et on le verra, vous le verrez, d'ailleurs j'espère pour vous, parce qu'un certain nombre d'entre vous aura probablement besoin de ça. Donc on a tous besoin, et moi aussi, je vous le dis, on va avoir besoin de ça, donc on est bien là dans la médecine du futur. Il n'y a pas de question, il faut laisser faire. Et puis de l'autre côté, avec les mêmes cellules souches, on leur dit, toi tu te différencies en spermatozoïde, toi tu te différencies en ovocyte, et on crée un embryon de novo
de novo, sans acte sexuel, entre une cellule souche qui s'est dérivée en une gamète mâle ou une gamète femelle, et là, on est vraiment avec un grand point d'interrogation, avec une ligne, enfin en tout cas à mes yeux, et au niveau du CCNE, une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que, et je prends un peu de détails, c'est parce que c'est souvent mal compris, alors qu'on peut finalement arriver à l'expliciter. On a à la fois affaire à la médecine de demain, potentiellement, et puis de l'autre côté, une ligne rouge, c'est-à-dire tout ce qui touche à cet enjeu de procréation à partir de cellules complètement, je dirais, construites de novo à partir de cellules souches, on a un vrai point d'interrogation. Et là, il y a une ligne rouge à mettre, et la loi installe, là, un phénomène de régulation qui était nécessaire et qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Le troisième élément, peut-être, c'est je regrette aussi, et le CCNE regrette aussi, sur le diagnostic préimplantatoire d'aneuploïdie. Bon. C'est un sujet là aussi complexe, essayer finalement avec, parmi les embryons qui ont été créés par FIV, est-ce qu'on est capable de mieux cerner ceux qui vont être viables et ceux qui ne le sont pas, avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Donc on peut le regarder soit au stade très primitif des premiers jours de l'embryon, soit un peu plus tardivement, à J8, J9, à partir de... Il n'y a pas de bon test morphologique de ça. Il y a des tests génétiques qui permettent d'aborder la question, et en particulier la recherche d'aneuploïdie avec les modifications chromosomiques. Ce n'est pas un bon test. Ce n'est pas le test définitif. Mais il permet quand même, d'après la communauté scientifique sur le sujet, eh bien, d'avoir une base solide de différenciation. Quand il y a des anomalies importantes au niveau chromosomique, on sait que la chance de prise de cet embryon, elle est très faible. On fait déjà finalement ce type de choix sur le diagnostic de trisomie 21. Donc ce diagnostic, dans une certaine mesure, existe. Cette capacité à le faire existe. La loi ne va pas jusque-là, et finalement ils ont considéré que, voilà, on touchait là aussi à quelque chose de très sensible. C'est vrai. La communauté scientifique et médicale, plutôt des médecins de médecine fétale, n'était pas partagée à cet égard et souhaitait qu'il y ait une possibilité d'installation, parce que derrière, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de laisser partir un embryon dont on sait qu'il a très peu de chances de survivre, avec une stimulation ovarienne chez la femme, les coûts que ça représente, l'intense, enfin, je dirais l'inquiétude qu'il peut y avoir autour de ça n'est pas négligeable. Bon. Donc on regrette dans une certaine mesure que ce point n'ait pas été finalement, je crois que ça se joue à peu de choses. Vous avez encore la possibilité probablement de le rediscuter. Il faut que vous écoutiez, mais je pense que vous l'avez prévu dans vos auditions, les spécialistes de médecine fétale, et pas que ça soit seulement le président du CCNE qui vous raconte ça, bien sûr, mais qui vous le diront et qui le pensent. Ce sont des gens, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui voient la souffrance des femmes. C'est eux qui voient les personnes. C'est pas la ministre, c'est pas vous. Je suis désolé, c'est pas moi non plus. Bon. Il faut donc savoir les écouter. Et je pense que là, ils ont un vrai point d'interrogation dans leur métier. Il ne faut pas les accuser de vouloir construire de l'eugénisme, etc. C'est pas l'enjeu, là. C'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est comment apporter, d'un point de vue éthique aussi, dans ce choix difficile de savoir peser entre les deux modèles. Bon, deux derniers points pour finir. On a pu introduire dans cette loi quelques mots sur l'intelligence artificielle et santé. C'était une forte préconisation du CCNE, vous le savez. On l'avait mis dans les états généraux comme un des sujets. On avait mis deux sujets nouveaux. L'un qui était autour de l'intelligence artificielle et santé, et avec un groupe de travail ad hoc, et l'autre autour de santé et environnement, qui a moins bien marché, disons-le, et qui d'ailleurs apparaît peu dans la loi, sauf dans la préconisation du champ du périmètre du CCNE. Et ce qui m'apparaît important sur l'aspect d'intelligence artificielle et santé, c'est finalement
des mots enfin, qui sont à la fois simples mais complexes, hein, il serait dans une façon inéthique de ne pas utiliser les nouveaux outils et de l'innovation technologique. De toute façon, elle est là. Mais parce qu'on aurait des pertes de chances qui pourraient se produire. Et de l'autre façon, c'est comment garder dans un modèle, et où la France a encore un rôle majeur à donner en raison de l'importance de nos bases de données, avec les bases de données de la CNAM par exemple, comment faire que l'homme garde la main, et ça pose toute la question finalement autour du consentement et de la notion de consentement, hein, qui est un point important. Enfin, le dernier point, et que cette loi n'aborde absolument pas, c'était probablement un peu précoce. Nous sommes en train de l'aborder au niveau du CCNE, votre collègue le sait, sur les aspects de accès à l'innovation, c'est-à-dire finalement le coût que représente et les choix éthiques qui existent derrière cela. Moi, je suis en fin de carrière médicale, mais je n'ai jamais connu autant une présence du business et santé. J'ai vu changer le monde autour du business et santé. Et pas seulement là où on l'attend, c'est-à-dire les réseaux de cliniques tenus par des gens qui ne sont plus les professionnels, mais par des fonds d'investissement. Mais là aussi, on ne l'attend pas, c'est-à-dire dans le coût des médicaments et aussi dans le coût des dispositifs non médicaux, qui est considérable. La France a fait le choix jusqu'à maintenant de ne jamais choisir et de considérer que pour soi-même, pour quelqu'un de sa famille, pour un de ses amis, il fallait le meilleur traitement, le meilleur médecin, et quel que soit le prix. Dans un modèle très solide, hein, qui fait notre honneur, de répartition. Mais arrivent sur le marché des médicaments, vous le savez, dans le domaine du cancer, qui n'est pas une petite pathologie, à plus de 500 000 € par an et par patient. Alors vous allez me dire quelle relation avec la loi de bioéthique? Aucune et beaucoup. Soit on laisse s'installer une période de non-choix. Et on dit, de toute façon, il faut avoir accès à la meilleure médecine du monde et aux meilleurs médecins du monde. Donc on privilégie l'innovation. C'est ce qu'on a toujours fait en France. C'est ce que j'ai toujours préconisé de faire. Et puis inversement, en privilégiant l'innovation, dans le même temps, il y a bien une question, si on finance l'accès à ces nouveaux traitements, eh bien on ne financera pas du personnel aux urgences, on ne financera pas du personnel du temps humain dans les EHPAD, du temps humain sur la fin de vie. Et il y a de vraies questions, il y a un choix éthique, entre guillemets, qui n'est pas seulement, c'est ça, je voudrais terminer là-dessus, qui n'est pas seulement un choix purement financier, bien sûr, il faut faire baisser les prix, mais ce n'est pas seulement ça. Il va y avoir un certain nombre de choix dans lesquels un certain nombre de grands pays ont commencé à rentrer, et ce choix ne peut pas être uniquement le choix des médecins, il ne peut pas être uniquement le choix des politiques, il faut qu'il soit aussi le choix des citoyens. Et c'est très compliqué. Hein, et c'est très compliqué. Et là, en tout cas, ce problème des questions éthiques posées par les coûts de santé et par les choix qu'ils obligent à faire dans un sens ou dans un autre ne sont pas du tout abordés dans cette loi. Voilà. C'est la parole au rapporteur, en passant d'abord par Monsieur Hainaut. J'ai bien aimé votre expression sur la notion d'équilibre et ce que vous avez détaillé pour ce qui concerne le génome. Parce qu'effectivement, on a ce sentiment qu'on n'a pas arbitré entre la volonté d'améliorer la vie, de prolonger la vie, puisque ce sont des innovations ou des découvertes incroyables, et puis en même temps la peur de bouleverser la vie, cette forme de peur du vide.
Et voilà, je pense qu'on est à la recherche d'arguments pour sans doute mieux cadrer cette question, hein, puisqu'on voit même apparaître quelquefois des peurs de chimères, enfin des tas de choses comme ça. Et je pense qu'on est au cœur d'un sujet qu'il nous faut sans doute approfondir et aborder de manière un peu plus frontale. Et puis, deuxième question, c'est sur cette question d'innovation. Je pense que c'est un débat absolument fondamental et j'ai bien peur qu'on ait déjà en France choisi le chemin, puisqu'on n'a pas abordé la question de trancher dans le tout remboursement, même si quelquefois il y a des remboursements de médicaments ici et là, mais on continue à se dire qu'on peut tout financer. Et là aussi, c'est intéressant d'avoir quelques arguments pour se dire, est-ce qu'on peut aborder ce débat public, de dire au fond, peut-être pas aller jusqu'à ce qui se passe en Angleterre, mais dire il faut avoir le courage de dire qu'il y a des choses qui sont d'un ordre plus banal qu'on ne remboursera pas pour rester au top de l'innovation. Sans ça, il y a un risque pour notre pays de décrochage. Merci. Vous répondez de suite ou on passe à une... C'est vous qui décidez, c'est vous le patron, pour l'instant. Merci, non, je vais répondre maintenant, puis Karine répondra peut-être sur d'autres sujets, mais sur ces deux... mais sur l'équilibre, je pense que... Enfin, entre hommes et femmes de bonne volonté, on va partager cette notion d'équilibre. Vous savez, il y a plusieurs définitions de la bioéthique et je reconnais volontiers que il peut y en avoir plusieurs, mais moi j'en ai une simple de médecin finalement, qui est l'équilibre à trouver entre d'une part les avancées scientifiques et d'autre part les modifications de la société. Parce que si on ne tient compte que des avancées scientifiques, qui ne sont pas une fois de plus source de progrès toujours, et si on ne tient pas compte de la capacité qu'a la société à les prendre en compte, à les réclamer, à les utiliser, on est dans un monde virtuel. Et que c'est probablement la première loi de bioéthique qui sort un peu du domaine des sachants, entre guillemets, qui a tenté une certaine forme d'approche vis-à-vis d'une vision sociétale. C'est évidemment pas suffisant. Dans l'enjeu du CCNE, on en parlera peut-être sur l'avenir, nous allons démarrer dès 2020 la poursuite du débat sur un débat plus continu et plus en profondeur, sans attendre même la prochaine loi, même si elle est à 5 ans. Hein. Donc poursuivre sur ces sujets complexes. Sur l'accès à l'innovation, écoutez, moi j'ai rien de plus à dire, vous avez compris l'enjeu. On a une réflexion actuelle au niveau du CCNE, qui n'est pas facile. Hein. Il y a le modèle anglais, mais bon, il y a d'autres modèles aussi. Il y a le modèle américain. Vous avez un cancer, vous voulez avoir une immunothérapie du cancer à 500 000 €, vous vendez votre maison. C'est un modèle individuel, hein, bon, qui est inacceptable en France, hein, par notre société. Et puis, mais à force de faire des non-choix, on peut arriver aussi à des choses aussi drastiques que ça. Et puis, enfin, moi je le pense, hein, il y a aussi un frein à donner à l'industrie pharmaceutique en général, qui là est passée d'une industrie qui est nécessaire, qui est importante. Il n'y a pas un appareil d'État qui pourrait avoir un système de distribution tel qu'il est actuellement, donc je le reconnais volontiers tout ça, mais qui atteint des niveaux de budget financier qui sont totalement non acceptables, hein, et éthiquement acceptables. Hein. Mais je vous propose qu'on rediscute de ça, mais je viendrai volontiers en discuter avec vous à l'occasion de l'avis du CCNE sur accès à l'innovation thérapeutique au printemps 2020. Merci. Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Lefassi, merci pour votre présentation très claire. On a bien entendu que le CCNE se retrouvait dans ce texte de loi. Vous
Dans son avis, justement, le CCNE exposait très clairement que le possible n'est pas toujours souhaitable, mais j'imagine que, puisque le CCNE se retrouve dans ce projet de loi, il n'y a rien de ne pas souhaitable dans ce texte. En tout cas, c'est comme ça que je le traduis. Vous avez évoqué ce qu'il manquait. Je vais revenir sur l'embryon, la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Et dans son avis, le CCNE souhaite que le nouvel encadrement législatif afférent, et je cite, à la recherche sur l'embryon soit précisé, clarifié sur différents points, notamment la création d'embryons transgéniques, la création d'embryons chimériques et la limite temporelle au temps de culture sur l'embryon. Alors on rentre un petit peu plus dans le détail, dans la technique, puisque vous avez, et je vous remercie de ne pas avoir commencé par l'assistance médicale à la procréation, parce qu'il n'y a pas que ça dans le texte, et c'est intéressant, tous les sujets sur l'embryon et les cellules souches sont passionnantes. Est-ce que le CCNE est satisfait au regard de ce qu'il souhaitait dans son avis, dans ses propositions, de ce qui ressort du texte? Et puis, une question qui peut paraître anecdotique au regard de tout l'intérêt de ce texte de loi et qui concerne la fin du projet de loi sur la gouvernance de la bioéthique. Et est-ce que, une question beaucoup plus générale et beaucoup moins technique, est-ce que vous êtes favorable à l'extension du champ de compétences du CCNE? J'avais prévu que Karine en parle, donc il faudra bien qu'on en parle un peu. La recherche sur l'embryon. Finalement, j'ai envie de vous répondre, mais vous le savez puisque vous faites partie du CCNE, donc vous savez comment ça se construit. Le CCNE n'est pas non plus là pour... enfin, on a beaucoup hésité après la synthèse des États généraux qui se voulait aussi neutre que possible. Et on peut toujours contester ce qu'on a pu faire. Mais enfin, en tout cas, c'était notre souhait. Et après, on s'est posé la question, faut-il aller plus loin? Et faut-il donner notre avis comme une sorte de table d'orientation pour les décideurs politiques sur un certain nombre de grands sujets? Et vous savez qu'on a eu ce débat au sein du CCNE, qu'il y avait une large majorité pour plutôt produire un 129, mais qu'il y avait des gens qui disaient non, on est déjà un peu en dehors de notre rôle d'observateur et aussi neutre que possible. Et puis inversement, le CCNE a lui-même été, je dirais, profondément changé par l'approche des États généraux. Parce que dans son mode de fonctionnement, le CCNE, vous le savez, c'est un monde qui n'est pas seulement de médecins et de chercheurs, c'est un tiers de médecins et de chercheurs, mais il y a des philosophes, il y a des économistes, il y a des grands juristes, mais c'est un monde d'intellectuels. C'est un monde de Parisiens dans sa majorité. Pas Karine qui est provinciale. C'est un monde où il y a 50% d'hommes et 50% de femmes. Et le fait, pour vous, des choses qui vous paraissent banales, parce que vous retrouvez vos citoyens chaque week-end, mais ce n'était pas le cas des membres du CCNE, sauf peut-être à vision individuelle. Donc ça leur a fait le plus grand bien, je dirais, de partager des débats sur des sujets complexes qu'eux maîtrisaient alors, sur certains sujets, mais d'écouter la vision qu'il pouvait y avoir et qui remontait de la société sur ces sujets complexes. Donc, dans la construction du 129, l'idée était de dire il y avait des prises de position du CCNE et des opinions qui avaient été émises avant, bien avant la loi. On les reprend. On a écouté ce qu'on a entendu lors du débat citoyen qui nous a fait évoluer sur certains sujets. Et à partir de là, on émet un certain nombre de recommandations. Bon, un peu long, mais je réexplique le contexte. Alors, sur l'embryon, oui, il y avait la durée d'abord, actons bien que l'idée est de ne pas faire d'embryon de recherche. C'est ce qui existe dans la loi, et c'est ce que nous avions également recommandé. De toute façon, on est couvert, je dirais, par la Convention européenne d'Oviedo sur le sujet. Mais il y a un certain nombre d'embryons surnuméraires
qui sont très largement sous-utilisés et qui peuvent être, eux, à partir du moment où il n'y a pas de projet parental, être utilisés, y compris avec des techniques de recherche qui peuvent interpeller. Mais à partir du moment où il n'y a pas de projet parental. J'entends bien. Tiens, des embryons surnuméraires déjà existants, qui n'ont pas été pris pour différentes raisons, etc., et qui sont dans des congélateurs, non utilisés. À partir de là, s'il y a une série de questions scientifiques qui peuvent se poser, y compris avec des nouvelles techniques, y compris avec des techniques de modification du génome, pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe quand on modifie un génome à J8, et quelles sont les conséquences ensuite dans l'orchestration de ce que va être l'évolution des gènes, à partir du moment où il n'y a aucune vision de réimplantation de ces embryons modifiés, puisque là, on a Oviedo qui est là très clairement. Alors, c'est ce qu'on avait évoqué, et on avait évoqué que plutôt que de rester à J8 tel que ça avait été défini, d'ailleurs dans des conditions... pourquoi J8 de rejoindre la communauté internationale et d'aller plutôt à l'utilisation jusqu'à J10, J12. La communauté scientifique elle-même aurait souhaité et souhaite avoir l'utilisation d'embryons de recherche. Le CCNE avait dit non. La loi dit non. Donc on se retrouve bien là. Pourquoi elle le demande-t-elle? Parce qu'il faut essayer de comprendre, quand vous avez une communauté en face, pourquoi elle le demande. C'est pas parce que, parce qu'elle dit que les embryons surnuméraires, elle explique que les embryons surnuméraires, et si vous entendez un des spécialistes, il vous l'expliquera encore mieux que moi, ils ne deviennent surnuméraires qu'à partir de J4 ou J5, qui a donc une période grise, entre guillemets, entre le J0 et le J5, sur lequel on ne peut pas faire d'études, y compris même si on ne veut pas le réinjecter. Donc voilà. Alors, pour répondre à vos questions précises, oui, je me retrouve plutôt sur le fait qu'on prolonge la date d'utilisation. Oui, je me retrouve plutôt sur le fait qu'il ne s'agit pas d'embryons de recherche, mais d'embryons surnuméraires sur lesquels on va poser des questions de recherche. Alors, changeons complètement de sujet sur la gouvernance et sur le champ et le périmètre du CCNE. Bon. La loi sur la gouvernance interpelle sur 3 points. Le premier, c'est le mécanisme de nomination des membres du CCNE, qui était jusqu'à maintenant défini dans la loi et qui, là, se passerait par un décret du Conseil d'État. Ça, pour une vision de plus grande fluidité. Je m'explique. Si on doit changer l'arrivée, par exemple, d'un membre qui serait nommé par un ministère, par exemple le secrétariat d'État au numérique, si c'est inscrit dans la loi, c'est dans la loi. Si c'est inscrit dans la loi les grandes thématiques, mais que le décret est un décret du Conseil d'État, c'est plus facile à modifier, de rajouter, au contraire d'enlever, entre guillemets, une nomination. Bon, moi, quand on en a discuté, parce qu'on m'en a parlé quand même de ça, j'avais pris avis de hauts conseillers du Conseil d'État qui voyaient plutôt, alors qu'ils sont juristes purs et durs, qui voyaient plutôt une simplification de cette approche. Donc, Deuxièmement, sur le périmètre. Le périmètre, ça étend en effet à la fois au numérique et puis à l'environnement et santé. Alors, ça, si vous voulez, on peut s'y arrêter 3 minutes, mais là aussi, j'ai envie de vous donner rendez-vous dans 2 ans. Si je suis encore là dans 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est une vraie question démocratique. Grande question démocratique. Le CCNE a été conçu à la suite des premières FIV, de la première FIV, par François Mitterrand et ses conseillers, avec une vraie grande vision, en se rendant compte que la biologie santé était un des enjeux majeurs du début du XXIe siècle. Puis il y en a d'autres. Alors, comment intègre-t-on l'intelligence artificielle au sein du CCNE?
On a eu de longs débats au sein du CCNE. IA et santé, numérique et santé, ça touche à la santé. Hein. Bon, donc, après tout, c'est une innovation technologique qui arrive. Avant même la loi, on avait fait rentrer, lors du dernier renouvellement des membres, 3 membres qui étaient issus du milieu du numérique. Donc qui apportaient une certaine forme de compétence au sein du CCNE. Mais question posée, si maintenant on construit un comité d'éthique du numérique en général, c'est-à-dire pas seulement du numérique et santé, mais en général, la voiture autonome, la reconnaissance faciale, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce qu'il faut le mettre au sein du CCNE ou est-ce qu'il faut le mettre comme une entité à part? On a eu un débat au sein du CCNE. J'ai eu des discussions avec des conseillers ministériels sur le sujet. Et moi, à la fin de tout ça, il m'a paru raisonnable qu'on monte un comité pilote du numérique sous l'égide du CCNE qui permettrait de transférer un certain nombre de savoir-faire, par exemple la notion de multidisciplinarité, la notion de valeur à partager, la notion de construction commune, que n'ont pas forcément les gens du numérique, mais aussi avec des choses nouvelles. Quand vous savez que la recherche dans le numérique, c'est 50% avec des start-up, il nous faut des gamins avec des baskets dans ce nouveau comité. Donc c'est quand même très différent de la vision du CCNE. Donc, finalement, j'ai reçu une lettre de mission du Premier ministre fin juillet pour monter ce comité pilote du numérique qui dépasse, on entend bien, le numérique et santé, hein, qui est sur l'ensemble du numérique. Et on va monter ce comité pilote dans la première réunion sous l'égide du CCNE, c'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle entité administrative, hein, c'est à l'intérieur du CCNE, ce n'est pas une nouvelle entité. Et on se donne 18 mois à 2 ans, c'est pour ça que je vous donnais ce rendez-vous-là après, pour savoir où nous allons. Et où nous allons. Soit on en fait une entité autonome, et ensuite on a un comité d'éthique du numérique. Et on peut imaginer qu'on ait la même démarche pour l'environnement, un comité d'éthique de l'environnement. Et un comité d'éthique, je ne sais pas, bon, d'une autre fonction encore. Et ils sont côte à côte. On aura aidé à construire le comité d'éthique du numérique, mais ça fait quand même beaucoup d'entités. Ou bien on crée un comité, on garde le CCNE hein, comme comité consultatif d'éthique, national d'éthique, sans préciser pour les sciences de la vie, et puis on fait des piliers verticaux, avec un pilier des sciences de la vie, un pilier du numérique, un pilier de l'environnement, et puis avec des réunions communes, etc. Et je vois bien l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir cette vision un peu... Bon. Puis inversement, il ne faut pas créer un machin, quoi. Il ne faut pas créer un machin. Et ce n'est pas une agence qu'on a envie de créer là. Hein. C'est vraiment une réflexion de quelque chose d'autonome par rapport à vous, d'autonome par rapport au gouvernement, et qui doit garder son autonomie. J'ai un peu peur que si on crée un machin... Bon. Donc voilà, je ne sais pas, pour vous dire. Hein. Vous m'avez posé la question. La première réunion du comité pilote du numérique aura lieu le 4 décembre. Merci, Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre exposé. Je voudrais vous poser une première question qui a à la fois trait à ce que vous venez d'exprimer, puis à un propos que vous avez eu qui a été de dire la société change. Il me semble que pour faire une bonne loi de bioéthique, on doit d'un côté regarder donc quelle est l'évolution des technologies qui nous amène à cette nouvelle réflexion, et puis regarder, la mettre en regard de nos valeurs éthiques fondamentales, mais aussi de ce que sont les nouvelles demandes, de l'évolution de la société, quelles sont les valeurs, j'allais dire, montantes, celles qui prennent de l'importance, les notions que l'opinion publique porte dans oui, en termes d'éthique. J'aurais voulu vous poser la question de savoir
quelles sont ces valeurs et quelles sont ces notions nouvelles qui nécessitent d'être mises en regard de l'évolution des biotechnologies et à propos de la rédaction de ce projet de loi. Deuxième question, alors vous avez dit aussi, vous êtes revenu dessus, donc vous vous retrouvez globalement dans cette loi, Corinne Imbert est revenue dessus. Je vous remercie d'avoir précisé que vous vous y retrouviez, trouviez pas tout à fait concernant le diagnostic préimplantatoire. Évidemment, quand on lit votre avis, effectivement, ça saute un peu aux yeux. Il y a beaucoup d'autres questions. Et de façon générale, d'ailleurs, en vous écoutant et en lisant votre avis, en les mettant en regard de la loi, on a le sentiment que, justement, sur les questions de médecine génomique, c'est peut-être là où le décalage est le plus marquant. À votre avis, quelle est l'explication? Pourquoi l'Assemblée, la version actuelle sortant de l'Assemblée nationale, a une telle différence avec ce que sont les avis de votre comité sur ces questions? Et puis la dernière question qui est beaucoup plus précise, sur une disposition sur les greffes d'organes, il est renvoyé au Conseil d'État la décision. Est-ce que ça vous paraît une bonne chose que le Conseil d'État soit juge en la matière? Sur les notions de valeur, dans les premières leçons tirées des États généraux, indépendamment de tel ou tel sujet, ce qui est ressorti, il est ressorti deux choses assez fortes. La première, c'est un certain nombre de valeurs de bioéthique dites à la française qui ont été partagées lors des différents outils et méthodes qu'on a pu utiliser, débats, auditions, sites web ou par le comité citoyen. Avec des choses dans lesquelles, une fois de plus, il me semble que la France se retrouve sur de faire attention aux plus faibles, la gratuité du don, avoir de la bienveillance, enfin une série de grandes valeurs de ce type. Et puis, un tiers des débats en région ont eu lieu avec des jeunes étudiants. Un tiers. C'est passé un peu inaperçu, mais c'est une réalité. Alors, là aussi, c'est biaisé. Une fois de plus, les États généraux ne représentent en rien ce que pense la population française. Ils représentent ce que pensaient les gens qui ont participé aux États généraux. Ce n'est pas un sondage. Et les étudiants, évidemment, qui étaient là, étaient des étudiants en médecine, en école d'infirmière, en philosophie ou en droit. Donc, ce n'est pas l'ensemble des étudiants. Et tout le monde n'est pas étudiant. Et le 9-3 était surreprésenté. Alors, il sort ce que je vous ai indiqué tout à l'heure dans mon préambule, c'est cet équilibre difficile, et ou plutôt exactement ce déséquilibre entre des aspirations individuelles, qui commencent à devenir très fortes en France, on le voit bien, donc cette vision de choix individuel, comme le fait le milieu anglo-saxon, mais un choix individuel à la française, c'est-à-dire un choix individuel dans un milieu où la société vous assume. C'est assez intéressant, c'est-à-dire on est capable de choix individuels, mais dans un monde qui est fait pour une prise en charge collective. Et puis de l'autre côté, également, et ça rejoint cette partage des grandes valeurs, avec aussi, et moi, vous connaissez mon optimisme légendaire, qui est qu'on a une vision collective pour chacun d'entre nous et à certaines périodes de notre vie. Et puis qu'à d'autres moments, on va privilégier des visions individuelles. Moi, j'ai privilégié certains aspects de ma carrière à certains moments, puis à d'autres moments, j'ai privilégié une vision plus collective. Et vous aussi, tous dans cette salle, à des degrés divers. C'est-à-dire que ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire que opposer dans une certaine mesure une vision anglo-saxonne d'une vision individuelle dominante par rapport à une construction plus collective, moi,
je pense que la France et probablement l'Europe quand même, on a une vision assez partagée, voilà, c'est un mélange des deux et que la vie est faite de ce mélange des deux. Alors, qu'il y ait une tendance plus égoïste et plus individuelle, pour répondre à votre question, oui, on l'a perçu lors des États généraux, mais avec aussi ce partage des grandes valeurs. Le deuxième élément qui est sorti comme un peu valeur nouvelle, mais pas valeur nouvelle, point d'interrogation nouveau, c'est le point d'interrogation d'une partie de la société vis-à-vis des médecins ou vis-à-vis des scientifiques. C'est-à-dire une remise en cause, dans une certaine mesure, des sachants, liés soit à des liens d'intérêt, soit, pour des gens qui suivent plus, au fait que voilà, toutes les publications scientifiques ne sont pas retrouvées et que ça remet en cause un certain nombre de la véracité de ce qui peut être donné par la communauté médico-scientifique. Pour moi, ça m'a beaucoup troublé. Je fais partie d'une génération qui a construit l'ensemble de ses relations professionnelles dans un climat de confiance mutuelle, de construction commune. Hein, on est obligé de... C'est une valeur, entre guillemets, ou une non-valeur, j'en sais rien, mais c'est un point d'interrogation nouveau qui est sorti des États généraux, sur lequel personne ne s'est tellement appesanti, à vrai dire, hein, parce que ça fait mal. Hein. Bon, mais c'est une vraie réalité. Et moi, mon message, quand je raconte ce qui s'est passé, et en particulier pour toutes les sociétés savantes, je leur dis, attention, vous avez une responsabilité. Le climat de confiance en France, c'est quelque chose de fragile, et c'est quelque chose qui est dans le domaine biomédical, mais qui est essentiel. Si on le perd et qu'on rentre dans un modèle anglo-saxon, ça sera très difficile de revenir en arrière. Voilà un deuxième élément. Et puis le troisième, voilà, c'est une réponse un peu rapide, hein, mais le troisième, c'est que à la fois lors des États généraux, mais vous l'avez vu aussi lors du grand débat sociétal post-Gilets jaunes, il y a une chose qui est sortie très forte et qui n'était pas spécialement entendue, qu'on n'avait pas mis à l'agenda des États généraux et qui n'était pas mis du tout à l'agenda du gouvernement lors des États généraux globaux, c'est la place du citoyen dans le système de soins. Et comment nos citoyens perçoivent qu'on est en face d'une médecine du futur qu'ils arrivent plus ou moins à comprendre, mais où ils sentent bien que c'est en train là de s'accélérer à vitesse grand V, et indépendamment de ce qu'ils comprennent ou ne comprennent pas sur tel ou tel type de thématique, ils s'interrogent sur leur place et où ils vont se situer en termes de gouvernance. Et ça, c'est sorti de façon très forte. Oui. Peut-être pour compléter effectivement les propos de Jean-François Delfraissy, moi, il y a sur la question des valeurs, qui est une question absolument indispensable et qui anime tous les débats au CCNE. Ce qui était transparu de façon transversale comme un fil rouge durant les États généraux, c'était la question du consentement et de l'information extrêmement liés, ce qui ne sont pas des questions nouvelles du tout. Ce sont des droits fondamentaux, des libertés individuelles. On le voit bien, c'est très marqué à la fois dans les textes du champ sanitaire, social et médico-social. Pour autant, c'est ressorti, ça a été exprimé. Et alors, pour le coup, j'ai relu vraiment très, très attentivement l'ensemble du texte, du premier texte, la petite loi, qui a été adoptée le 15 octobre. Et je trouve qu'effectivement, la question du consentement et de l'information sont extrêmement sécurisées. Il y a beaucoup de prudence. On voit qu'on recherche le consentement, on peut refuser, il peut être révoqué, il y a un délai de réflexion, voire plusieurs, il peut être confirmé. On voit que l'information doit être claire, loyale, détaillée. Enfin, voilà, il y a plusieurs termes qui sont utilisés qui vont dans ce sens-là. Donc, on sent vraiment cette prudence pour essayer d'encadrer le plus possible et d'accompagner le plus possible ces personnes qui effectivement patients ou ces personnes qui sont dans une position moindre en termes de connaissances par rapport aux sachants, entre guillemets, et aux experts. Donc ça, c'est plutôt, je trouve, quelque chose de très positif.
je trouve que ce texte donne quelque part toute sa puissance et son effectivité au principe du consentement éclairé, le fameux consentement éclairé, le terme que l'on utilise très, très souvent en droit. Et ce qui est finalement lié, même si on sort du consentement individuel, c'est effectivement l'expression. Et je rejoins du coup le deuxième argument de Jean-François, l'expression, et là on rejoint le thème de l'opinion citoyenne, qui, inutile de vous faire un dessin, ne cesse de prendre de l'ampleur. On est en train de s'y atteler dans le fonctionnement même du CCNE pour réfléchir sur quelle place peut prendre l'expression citoyenne, et pas uniquement les représentants des usagers, des associations en santé, dans la réflexion, dans la construction des avis futurs. Et évidemment, on trouve d'ailleurs dans la gouvernance un article sur l'animation annuelle par le comité d'éthique des débats publics. Je trouve que voilà, tout cela va dans le bon sens. Sur cette question des débats publics, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais on a commencé à travailler sur finalement un maillage territorial beaucoup plus serré qu'il n'avait lieu jusqu'à présent sur ces questions, avec bien sûr un soutien par rapport aux espaces régionaux de réflexion éthique, mais aussi d'autres instances et d'autres partenaires possibles. Donc ça me semble un point positif. J'avais vu qu'il y avait une question sur ces débats publics annuels, et je trouve que le fait que ça soit indiqué, que c'est chaque année, il y a une animation chaque année des débats publics, ça permet justement d'irriguer et de contribuer à nourrir une culture de la réflexion éthique en France. Je crois que je suis même convaincue que c'est le défi. Et c'est entre autres en associant bien davantage les citoyens sur ces questions-là qu'on pourra avancer dans ce sens. Et quand on parle des citoyens, c'est l'ensemble des citoyens. Donc Jean-François tout à l'heure évoquait la question des étudiants. On a eu un débat il n'y a pas très longtemps là-dessus, un débat public au sein du CCNE, on peut dire les choses comme ça, sur le fait qu'il fallait cibler d'abord les jeunes. Et on voit bien que pour construire une culture de l'éthique, il faut commencer par les plus jeunes des citoyens. Donc jusqu'aux plus vulnérables et les plus âgés notamment. Et on a vu pendant les États généraux de la bioéthique qu'il y avait des conférences, des réflexions qui avaient été menées jusque dans les EHPAD par exemple. Donc voilà, il faut, je pense, élargir ce spectre-là. Et ça me semble un point positif du texte. Juste répondre rapide sur les deux autres questions, la génomique et les greffes d'organes. Les arguments donnés par les deux ministres de la Recherche et de la Santé, et de la Santé beaucoup, c'est une réalité. Je les reprends, on rentre dans un domaine commercial avec des tests proposés qui ne sont pas totalement fiables. On fait dire à la génétique des choses qu'elle ne peut pas dire. Notre avenir n'est pas dicté par nos gènes. N'est-on pas au début d'une certaine forme d'eugénisme ? C'est vraiment des arguments extrêmement forts. Moi j'entends tout ça, parce que et je comprends que la main du législateur, j'ai dit qu'elle tremble un peu avant d'ouvrir. Voilà, s'il n'est pas une question de... Je dis, attention, en interdisant sans être capable d'interdire, est-ce qu'on ne va pas laisser, et avec des tests dont le prix va baisser et leur utilisation, on va s'offrir ça à Noël, ou je ne sais pas, ou pour Halloween, ou pour un anniversaire, dans un contexte qui ne sera absolument pas de conseil médical à la française ou de conseil génétique à la française, est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une forme de sauvage un peu d'utilisation de ces tests ? Donc je regrette profondément ça. Je pense qu'il y a une partie des députés qui le regrettent, qui se sont d'ailleurs manifestés aussi, mais ils ont été mis en minorité sur les amendements qui avaient été soulevés. Mais ça reste une vraie question, c'est-à-dire qu'on interdit quelque chose dont on sait, si on se projette un peu dans 5 ans, donc comme en gros pour à chaque loi il faut à peu près 2 ans, ensuite on est à 6 ans, dans 6 ans quand vous aurez un séquençage à haut débit pour 30 €, que ça ne sera pas encadré, on va être dans le sauvage complet. Donc on était au niveau du CCNE plutôt pour une ouverture prudente et encadrée, médicalisée à la française. Sur les greffes d'organes, très rapidement, Conseil d'État, je ne réponds pas à votre question. Il y a quelque chose qui ne s'allume pas là, mais on regrette qu'il y ait
que les greffes d'organes n'aient pas été mises un peu plus en avant, hein, alors même qu'on est en train d'observer une baisse du don d'organes en France, qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre de donneurs vivants, qu'il n'y ait pas eu un statut dans cette loi, la possibilité d'avoir un statut du donneur vivant. Les associations le réclament, hein, et vous le savez, on doit entendre les voix de ces associations. En tout cas, quand elles ouvrent elles donnent des signaux qu'il faut être capable de retenir. Et pourquoi ? Parce que vous avez une galère je m'excuse de parler ainsi, mais c'est une réalité, de quelqu'un qui fait un geste généreux, qui va donner, alors certes pour un apparenté, un donneur vivant, et qui ensuite se retrouve avec la note de l'assistance publique à Paris, qui n'est pas remboursée de son ambulance pour être rentré chez lui après une néphrectomie, et qui galère pour... alors qu'un statut de donneur vivant aurait permis de faire un package, entre guillemets, et de faciliter, entre guillemets, le statut et donc peut-être le nombre de donneurs vivants. Voilà. Merci. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. 2 questions à Madame Lefebvre. La première question, en quoi l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes ou aux femmes seules est-elle un sujet de bioéthique? Deuxième question, l'ouverture de l'AMP doit-elle systématiquement engendrer la disparition de toute notion à une pathologie dans le texte, et notamment, bien sûr, aux maladies transmissibles et à l'infertilité? Aucun rapport. Donc, sur la première question, en quoi l'ouverture, c'est un sujet de bioéthique? Eh bien, c'est un sujet de bioéthique parce qu'elle demande l'accès au même processus que les couples hétérosexuels jusqu'à présent. Mais je vais plutôt m'appuyer sur la deuxième partie de votre question. C'est finalement pourquoi il n'y a plus du tout de référence à la pathologie. Et c'était le... Est-ce nécessaire de supprimer voilà. Finalement, est-ce que ça entraîne, puisque très concrètement, l'idée en ouvrant aux femmes, aux couples de femmes et aux femmes seules, c'est d'ouvrir à l'AMP, c'est l'AMP sociale en fait. C'est une vision beaucoup plus large. Est-ce que ça entraînerait pas, moi je pense que ça entraînerait de la confusion de maintenir la référence au texte antérieur. Donc, on ne précise pas, ça veut dire que du coup, on ne fait plus du tout de distinction sur ces conditions-là. Donc, ça va dans le sens du principe de non-discrimination, ça va dans le sens de l'égal accès pour tous les citoyens, ce qui n'empêche pas d'encadrer, et c'est ce qui est posé de façon très précise d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas rentrée dans tous les détails, mais par rapport à la recherche du consentement, au fait que les couples de femmes vont pouvoir reconnaître devant un notaire, vont devoir d'ailleurs reconnaître devant un notaire, que les couples qui ont accès à un tiers donneur vont devoir consentir devant un notaire, donc on voit bien que tout est sécurisé. Voilà, donc je vais m'arrêter là sur cette première question, mais finalement, je trouve que on pose le principe de l'accès à tous, et donc à partir du moment où on pose cet accès à tous, on n'a pas besoin d'aller plus loin sur la restriction par rapport à certaines conditions. Voilà. À tous, c'est-à-dire à la fois aux couples hommes-femmes, 2 femmes ou une femme seule. Et d'ailleurs, à propos de la question de la femme seule, j'avais noté que, je l'avais déjà dit d'ailleurs lors de l'audition à l'Assemblée nationale, que dans la rédaction du texte, à chaque fois, on fait référence à tout couple, et puis, alors tout couple formé d'un homme, d'une femme ou de 2 femmes, ou toute femme non mariée. Alors, la femme non mariée, ça fait référence à la présomption de paternité dans le cadre du mariage, mais il me semble qu'on doit assumer complètement et jusqu'au bout au niveau du texte la distinction, donc de l'ouverture à PMA soit à un couple,
qu'il soit composé d'un homme ou d'une femme ou de deux femmes, soit à une femme seule qui effectivement est non mariée par rapport à cette présomption. Et du coup, il faudrait, selon moi, changer effectivement dans l'ensemble du texte, préciser cette notion de femme seule. Il y a d'ailleurs, mais bon, je le remettrai par écrit dans les remarques, il y a un endroit du texte, bon, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais on fait référence au couple ou à une femme. Et on ne précise même pas femme non mariée. Donc là, il faut vraiment repréciser les choses parce que finalement, ça entraîne de la confusion. Mais moi, il me semblerait beaucoup plus clair, finalement, de bien dissocier un couple et une femme seule non mariée. Non mariée, vraiment par rapport à cette présomption de non-paternité, parce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout, ça c'est vraiment un enjeu d'accessibilité et de clarification des textes juridiques, ce qui entraîne finalement, ce qui pourrait entraîner une confusion par rapport aux personnes qui sont pacsées, aux personnes qui sont concubines. Bon, mais là effectivement c'est un argument très juridique par rapport à cette présomption. En réalité, moi j'ai abordé avec beaucoup d'humilité tous ces sujets, notamment les sujets scientifiques. Je ne suis pas un sachant ou une sachante. Et donc, j'ai retrouvé des mots très simples pour expliquer des choses très compliquées. Donc, merci à vous. Moi, je voudrais m'attarder un petit peu sur les données de santé, parce que c'est quand même quelque chose qui a été débattu au moment de la loi santé en juin dernier au Sénat, mais sans doute pas suffisamment, parce qu'on voit bien que le numérique, vous avez passé un petit peu de temps par rapport à la gouvernance, mais le numérique, l'e-santé, c'est des choses qui tous les jours avancent, et pour autant qui font peur à la population. Comment seront utilisées ces données de santé? Alors que l'on sait que ça peut être aussi un vrai progrès pour justement aller plus loin sur certaines pathologies, sur certains territoires et sur l'environnement. Quels finalement seront les remparts à l'utilisation de ces données de santé, et notamment sur la santé mentale, parce que là il y a un vrai souci. Le dernier point que je voulais aborder, c'était sur l'infertilité et l'environnement. On a eu l'occasion d'écouter le professeur Ayoubi sur ce sujet, et je voudrais redire, comme il nous l'a laissé entendre, combien, là encore, on n'était qu'aux prémices, au prélude de l'utilisation finalement des statistiques, hein, ou en tout cas des éléments que l'on peut observer parfois sur la santé, enfin la dégradation de la santé avec l'environnement, mais surtout sur l'infertilité. Et ça a beaucoup d'importance justement sur les notions d'AMP. Donc je ne sais pas si vous y avez plus ou moins réfléchi, mais en tout cas avec le professeur Ayoubi, moi je suis assez d'accord, il faudra aller plus loin dans ce domaine. Quand est-ce qu'on visite Ayoubi en fait ? Consentement, hein, sur lequel elle a déjà insisté, mais qui est un point important. Sur les données de santé, big data en santé, bon, depuis après les États généraux et pendant la construction de la loi, vous savez qu'on a sorti un avis du CCNE sur le sujet. Après une réflexion qui avait été faite avec des groupes extérieurs et sur lesquels on avait d'ailleurs invité des personnalités de la haute administration pour aussi les sensibiliser dans une certaine mesure à ce sujet. Bon. Et en effet, il y a quelques points qui sont en dehors de l'aspect du consentement et de comment peut-on imaginer qu'on reste en partie maître du jeu. Premièrement, la France est sur une position très particulière à cause de l'immense base de données que nous avons avec les données de la CNAM. Plus les données hospitalières, mais les données de la CNAM sont sous-utilisées jusqu'à maintenant, vous le savez, mais sont fondamentales. Et on voit bien comment, par exemple, les données américaines qui sont, à partir de Big Data, qui sont toujours à la recherche, évidemment, d'une validation par une autre base de données, n'arrivent pas à le trouver dans des pays qui sont beaucoup plus Big Data que nous par certains côtés, mais qui sont de petite taille, comme le Danemark ou la Hollande, parce que la masse critique n'est pas suffisante. Et si on conjugue médecine de haute technicité, de qualité et grande base de données, la France coche les deux cases. Donc on est dans une position où on a encore, y compris au niveau international, notre mot à dire, y compris dans les questions éthiques. Le deuxième élément, c'est que ça fait peur, mais qu'inversement, il peut y avoir des aspects très positifs. Hein. Vous connaissez l'histoire. Moi, j'aime bien
pas raconter des histoires, mais j'aime bien visualiser ce qu'il y a derrière les mots de big data, etc. Sur l'affaire Mediator, par exemple, auquel vous êtes tous très sensibles, vous savez que les chercheurs de l'INSERM ont repris les données à partir des données des bases de la CNAM auxquelles elles n'avaient pas eu accès, et se sont rendus compte, certes en ayant le signal qu'elles avaient déjà eu, mais se sont rendus compte que dans une analyse sans signal, le signal d'alerte sur le Mediator aurait pu être donné 5 ans auparavant. 5 ans auparavant. Donc ça montre bien aussi l'importance d'avoir accès à ce type de données. Et puis inversement, vous avez à peu près 18% de la population française qui n'a pas accès à la toile. Bon, et donc c'est bien gentil de construire une médecine de e-santé et de ce type, et c'est ce qui est en train de se produire dans un certain nombre de grandes structures hospitalières. À l'assistance publique, par exemple, à Paris, où on est passé par un système de rendez-vous avec Doctolib, qui est merveilleuse. On peut prendre un rendez-vous avec le spécialiste le dimanche à 22h, sauf que vous avez des petites mamies, ou vous avez les migrants, ou vous avez les handicapés, qui ne peuvent pas prendre leur rendez-vous, qui ne peuvent plus prendre du tout leur rendez-vous du tout, parce que du coup, les plateformes d'appels téléphoniques ont été réduites par moitié, et quand ils appellent, ils tombent sur l'assistance publique, etc. Et ils le font 3 fois, et la 3e fois, ils ne viennent plus. Donc, voilà, c'est tout ça qu'il y a. Alors, le CCNE s'est déjà engagé profondément là-dessus. Il a souhaité que ces mots-là apparaissent et qu'il y ait quelques lignes déjà dans la loi, ce qui est le cas. Probablement pas suffisamment, mais on était dans la période où c'était en train de basculer. Le ministère, par ailleurs, s'est largement engagé dans le Hub Santé. Faut-il voir encore ce que ça va donner. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, on va poursuivre. C'est vraiment des points importants. Sur fertilité, environnement, oui, on a la même perception. Hein, enfin, santé, environnement et les aspects de fertilité. Les aspects de fertilité, vous allez entendre une série de grandes voix de la gynécologie française, sûrement dans vos auditions, qui vont vous dire que, à côté de l'aspect ouverture de l'AMP sur les couples de femmes et les femmes seules, parlons aussi pourquoi y a-t-il une baisse de la fertilité en France, hein, et faisant un grand plan fertilité. C'est déjà sorti et c'est une vraie bonne question d'organisation et d'essayer de comprendre. Parmi les réponses possibles, il y a en effet la relation avec l'environnement. Alors, ça n'apparaît pas beaucoup dans cette loi, je vous l'accorde. C'est un de nos enjeux que nous avons. Dans les 3 groupes de travail un peu permanents qu'on vient de lancer, on a un groupe environnement et santé, un groupe sur les nouvelles techniques de procréation et enfin le groupe neurosciences. Voilà. Donc c'est un sujet. Et nous allons faire rentrer dans la prochaine révision du CCNE, avant qu'elle soit modifiée par la loi, mais nous en aurons une intermédiaire, au moins 2 spécialistes de l'environnement, et je souhaiterais que le ministère de l'Environnement soit aussi puisse nommer, je dirais à titre comme les autres ministères, quelqu'un au niveau du CCNE, parce que c'est un sujet qui est totalement essentiel. Mais qui n'a eu aucun succès au niveau des États généraux, parce que c'est des communautés différentes. Et la communauté de l'environnement, qui est très forte, très puissante, très lobbyiste, avec ses propres associations, qui ne connaît pas du tout les problèmes de la santé, et dans le sens inverse. Et les ponts sont rares. Vous en avez cité un, et il y en a d'autres. Hein. Il y a quelques équipes de l'INSERM qui travaillent là-dessus, mais il n'y en a pas beaucoup. Merci bien. Madame Meunier, pour la suite. Bon, puisque les questions ont été posées par nos rapporteurs, moi je voudrais remercier M. Delfraissy et donc le président du CCNE par ses propos dans notre commission spéciale. Donc nous sommes issus ici de toutes les commissions du Sénat. Et je trouve que c'est une prouesse d'avoir pu parler d'éthique sans force et de cette loi, sans forcément parler d'abord et seulement de la procréation médicalement assistée. Donc bravo, c'est possible. Et ça prouve qu'il n'y a pas que l'AMP dans ce texte-là, même si il y a toute sa place, bien sûr. Moi, ce que je voulais simplement dire en commentaire, c'est que quand on vous entend, quand on vous écoute, ça plaide vraiment pour que cette révision soit bien plus resserrée dans le temps, parce qu'on l'entend, la société bouge, les sciences progressent, les citoyens et citoyennes ont des comportements
qui précède bien souvent les lois. Et donc, une révision tous les 5 ans me semblerait bien plus approprié, même voir ce rendez-vous annuel que nous pourrions avoir dans nos assemblées, Assemblée nationale et Sénat, pour que les législateurs puissent s'emparer, s'imprégner et s'habituer à ces sujets. C'est vrai que dans la commission des affaires sociales, on est habitué. Le président Milon, d'ailleurs, nous invite régulièrement sur des sujets de cet ordre, mais c'est vrai qu'on a des collègues qui aussi n'ont pas cette possibilité dans leurs agendas de pouvoir bénéficier de cette qualité dans nos auditions. Donc voilà, ce n'était pas des questions parce que les questions ont été posées. Moi aussi, j'étais plutôt aussi sur cet aspect, mais que vous venez de développer grâce à notre collègue Doineau, sur le partage des données et l'enjeu des big data, parce que je pense que là, on fait vraiment une grosse machine dans un contexte business aussi, il faut le dire, mondialisé. Donc merci pour ce début de réponse. Oui, Madame Lefebvre, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Je voulais juste compléter par rapport à la question sur les big data et les données de santé. Tout à l'heure, j'ai commencé en fait en louant les qualités du texte sur la question du consentement et de l'information, mais je pense qu'il y a sans doute quelque chose à renforcer sur cet article 11 notamment, parce que le risque est absolument majeur de sous-compréhension, alors de peut-être mécompréhension, sous-compréhension par les citoyens en santé des enjeux autour justement de ces big data. Et on voit en fait une simple notification sur l'information de la personne sur l'utilisation et les modalités d'action du traitement des données massives. Mais je suis absolument convaincue que le citoyen qui consent au départ et qui reçoit cette information qui pour le coup ici n'est pas qualifiée de détaillée, de loyale, de réitérée. Je pense qu'il faudrait la préciser, faudrait préciser les qualités de l'information ici. Il me semble que vu l'enjeu du risque, il faut renforcer davantage la question de l'information et du consentement dans cet article-là. Donc on fera des propositions en ce sens. Un point, ça donne l'occasion de partager avec vous cette notion. La question a été posée tout à l'heure, finalement, quels sont les aspects nouveaux de la voie citoyenne un peu. Et j'aurais envie d'élargir en disant quels sont les aspects un peu nouveaux. Est-ce que la bioéthique est quelque chose qui est figé dans le temps, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qu'on peut considérer comme possiblement évolutif, avec un socle de valeurs. C'est un vrai débat. Vous savez bien que ça... Alors, moi, vous avez compris que je fais partie plutôt de ceux qui pensent que c'est quelque chose qui s'appuie sur un socle de valeurs, mais qui peut évoluer dans le temps. Et, par exemple, le corpus de la bioéthique est en train de changer. Quand on parlait du don anonyme et gratuit, ou de la gratuité du don, on parlait du don d'organes, du don de greffe, etc. Puis, quand on parle maintenant d'un bout de big data, d'un bout de séquençage génomique, est-ce qu'on est là en train de parler d'un bout de corps? Enfin, ça appartient bien à un individu, ces big data, ça le concerne. C'est un bout de séquençage, ça le concerne bien. Ou sur des choses plus pratiques en imagerie médicale, avec les nouvelles techniques d'imagerie, la fréquence très accrue des incidentalomes, par exemple. Et ça appartient à qui, finalement? C'est comment... Et ce que je veux indiquer par là, c'est que les techniques obligent à nous-mêmes nous interroger sur ce qu'est le corpus de la bioéthique. Et si on ne le fait pas, on va rester avec une bioéthique de hier. Bon. Et qui est nécessaire, la bioéthique de hier, parce qu'elle a fondé les grandes valeurs. Et la bioéthique française est fondée là-dessus. Mais il faut aussi qu'elle puisse doucement, mais sûrement, savoir évoluer, parce que les choses sont en train d'évoluer. Bon. Et sur la loi, je réponds à votre question, nous avions demandé en effet une révision de la loi à 5 ans pour constituer ce triangle. C'est lourd pour tout le monde, c'est lourd pour vous, c'est lourd pour nous aussi. C'est lourd pour d'animer le débat, mais je pense que c'est véritablement nécessaire. J'ai cru comprendre que dans la dernière version de la loi, finalement, il y avait une proposition d'aller à 5 ans. Donc j'espère que le Sénat suivra cette position. J'en profite pour vous dire que, de charger le CCNE sur une extension de son périmètre, sur l'animation du débat public, sur l'organisation
d'un comité pilote du numérique. Bon, on peut faire beaucoup de choses. Il nous faut quand même quelques moyens supplémentaires. Hein. C'est une toute petite structure, hein, enfin, toute petite structure, avec des gens pleins de bonne volonté. Mais il faut quand même... par exemple, si je regarde par rapport à nos collègues anglais, nos collègues canadiens, parce qu'on a beaucoup de relations internationales maintenant, ou nos collègues allemands, on est à un tiers des moyens d'un comité d'éthique de ces grands pays. Hein. Donc, et vous savez bien la difficulté qu'il y a en ce moment. Donc je glisse ça quand même. Voilà, on veut bien prendre. Je pense que c'est vraiment un enjeu important qui me dépasse. Hein. Le futur président sera également, ou la future présidente sera également dans ce jeu-là. Mais il faut avoir un peu les moyens de ses ambitions. Alors on rappelle que le projet de loi bioéthique a été adopté par l'Assemblée nationale le 15 octobre dernier. Il devrait être examiné au Sénat en janvier prochain. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.